Eh bien, au revoir. Merci beaucoup pour cette interview. C'était Anaïs du podcast Neurosapiens, qui a pour but de déchiffrer, de décrypter les secrets du cerveau et d'aller un petit peu mettre un coup de poing à toutes ces croyances qu'on peut avoir sur le cerveau qui nous sont plus délétères qu'autre chose. Podcast Magazine. Bonjour Anaïs. Bonjour Philippe. Alors, c'était pas prévu. On enregistre cet entretien, on se connaît pas. C'est la première fois qu'on se voit. Ben ouais, on se connaît pas parce que dans le milieu du podcast, c'est tellement transversal, ce secteur d'activité. Il y a tellement d'activités qui lancent leur podcast qu'on en découvre régulièrement. Alors, j'avais déjà entendu parler de toi, puisqu'on avait déjà parlé de Neurosapiens dans le pod et puis dans nos colonnes. J'avais envie qu'on passe un petit moment ensemble et c'est gentil d'avoir accepté parce que, bon, tu avais une actualité, tu as une actualité, mais ça, on en parlera un tout petit peu plus tard. Je voulais qu'on te connaisse un peu mieux et puis, bien entendu, qu'on fasse ton portrait dans le prochain podcast magazine qui sortira. Alors, on ne sait pas encore quand il sortira le prochain podcast magazine parce que lancer un magazine aujourd'hui, c'est c'est un peu compliqué. Une aventure. Surtout en version papier. Je pense que tu es au courant. Le papier, ça a dû être aussi un peu... il y a des choses qui ont évolué au fur et à mesure du temps, avec le prix du papier notamment, et je pense que tout le monde a été touché de plein fouet. Ouais. Donc il sortira soit pour le podcast show de Londres. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce salon. Pas du tout. Mais à Londres, par principe, je suis très motivée pour y aller. Ouais, moi aussi, j'étais très motivé pour y aller l'année dernière. Et en fait, il s'est passé que mon passeport s'est arrêté 3 jours avant de... J'avais pris mon billet, j'avais pris mon hôtel. Oh non. Et quand j'ai pris mon passeport, je regarde et c'était 3 jours, il était échu depuis 3 jours. Et bien sûr, puisque c'est l'Angleterre, eh bien, la carte d'identité ne marche plus. Ouais. Donc j'ai été bloqué et j'étais vraiment très trop dommage. Ouais. Il y avait plein de choses à voir là-bas. Donc il y en a un autre qui arrive en mai, fin mai. Donc on va essayer de sortir le magazine pour ça. Et puis si c'est pas le cas, eh bien on le sortira pour le Paris Podcast Festival, qui on espère reviendra à nouveau, qui est un événement majeur en France pour l'industrie podcast, auquel tu as participé, je suppose aussi. Tous les mois d'octobre. Ouais, tous les mois d'octobre. Donc là, ça devrait repartir pour un tour. Donc, est-ce que déjà toi, le podcast, pour toi, aujourd'hui, c'est ta vie de tous les jours? Alors ça l'a été là pendant 1 an et demi. Moi, en fait, de base, je suis psychologue et je suis psychologue du travail, donc je bosse en entreprise et il y a 1 an et demi, le podcast, c'était vraiment mon activité d'à côté pour le fun. Et j'ai eu diverses opportunités qui sont présentées à moi, que j'avais envie de saisir. Donc j'ai quitté mon travail pour me consacrer à 100 % au podcast. Donc ça a été ma pratique pendant 1 an et demi. Et là, aujourd'hui, j'ai voulu un peu me reconnecter à mon job de psychologue. Donc j'ai repris un mi-temps en entreprise. Donc voilà, le podcast, c'est pas mon temps plein, c'est pas toute ma sphère pro, mais c'en est la moitié du temps, ouais. Est-ce que c'est parce que ça générait pas assez d'argent pour arriver à en vivre, ou est-ce que c'est parce que tu voulais te reconcentrer vraiment, te recentrer pour d'autres raisons? C'est les 2. Ma motivation principale, c'était en effet de retrouver un travail, qui me reconnectait à mes racines de psychologue. Donc, d'avoir cet impact en fait individuel, de suivi, voilà. Et deuxièmement, en effet, comme beaucoup de gens, le savent, gagner sa vie avec un podcast, c'est très compliqué. Alors moi, j'ai la chance d'avoir signé avec un label, qui fait tout un travail incroyable de développement, de commercialisation et qui me signe des sponsoring et voilà. C'est super, mais c'est vrai que malgré ça, ça reste très compliqué, les revenus restent instables. Je pense que ça, c'est important à savoir quand on veut se lancer dans le podcast. Ouais. Et voilà, je pense que du coup, d'avoir repris un mi-temps aussi en entreprise permet de m'alléger l'esprit, financièrement et de retrouver, 100 % de fun en fait dans ma pratique du podcast.
Ouais, parce que c'est un peu ce qu'on conseille à tout le monde, hein, c'est d'avoir quand même, avant de se lancer, idéalement de garder un peu, une poire pour la soif et de garder quand même un petit travail à côté, le temps que vraiment ça génère suffisamment et c'est vrai Ouais, qu'on est dans un démarrage d'industrie aujourd'hui et que c'est exactement. pas facile de pouvoir gagner sa vie même si, il y en a de plus en plus, hein, qui arrivent C'est vrai, il y en a à de plus en sortir. plus. Ce qui est compliqué, c'est quand on cherche des sponsoring, en fait, auprès d'entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, ça commence à devenir un levier de marketing assez important, mais ça commence tout juste, en fait. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas débloqué de budget, pour, du sponsoring de podcast mais ça grandit, j'ai l'impression quand même. Alors en tant que psychologue, ça apporte quoi le podcast? Eh ben, en fait, quand on est psy, on n'a jamais été formé dans notre pratique à s'exprimer sur notre travail, à s'exprimer sur ce qu'on fait, et moi, je trouve que le podcast, c'est vraiment une super plateforme qui est accessible à tout le monde, et qui nous permet de partager, en fait, notre pratique, de partager des connaissances qu'on a au plus grand nombre. Parce que c'est vrai, alors moi, je fais pas un podcast spécialement sur la psychologie, mais vraiment plus sur les neurosciences avec un apport forcément de psychologie. Mais j'ai conscience quand même qu'aller voir un thérapeute, aller voir un psy, c'est une démarche qui coûte cher, qui peut être compliquée. Et je trouve que le podcast, en fait, ça nous permet d'aller voilà, partager les connaissances qu'on a et d'apporter un soutien qui peut être déjà une première étape en fait, thérapeutique pour quelqu'un. Et notamment pour ceux qui n'ont pas les moyens, mais qui veulent un peu s'outiller au quotidien. Par exemple, je prends des exemples typiques pour Neurosapiens, mais comment je fais pour m'outiller face à la charge mentale, comment je fais pour mieux dormir, comment je fais pour me concentrer, pour mieux manger. Voilà, c'est des choses qu'on peut apprendre en thérapie et que grâce au podcast, on distille un petit peu à travers nos épisodes. J'ai vu aussi ne pas procrastiner. Exactement, voilà. Handicapant de sa vie au quotidien. Et tu penses que ça peut soigner un podcast? Est-ce qu'on peut arriver est-ce qu'on peut imaginer on était, il y a quelques semaines, dans une conférence, à l'UNESCO et on parlait avec, Stéphanie Barras qui fait maintenant de la forma qui a mis en place la formation initiale en Mmh. format podcast. D'accord. Est-ce que, c'est des choses qu'on peut imaginer? C'est-à-dire que un psychologue peut, avoir, une série bah, sur des alors c'est vrai qu'on est tous différents et on a tous Mmh. des manières différentes et des problèmes différents, mais est-ce qu'on peut, avoir par exemple, je sais pas, des séances, qui s'enchaînent et qui sont, des podcasts privés bien sûr, faits sur mesure pour la personne et qui peuvent éventuellement être réutilisés pour d'autres pathologies qui se ressemblent? Alors c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est le futur des thérapies. Ça peut être intéressant à imaginer. Aujourd'hui, ça me paraît difficile, à se su de substituer une séance thérapeutique à un podcast, dans le sens où c'est vrai que, au niveau des recherches scientifiques, ce qui fait preuve comme quelque chose qui fonctionne, c'est le lien thérapeutique avec le psy. Donc je vois plus le podcast comme ce qu'on appelle un outil de médiation, c'est-à-dire, un support qu'on peut avoir entre différentes séances, ou un support qui nous permet aussi d'apprendre certains outils qu'on peut utiliser entre 2 séances. Donc voilà, pour moi, le podcast, ça va être un outil, une formation, mais je vois mal pour le moment se substituer à une séance thérapeutique. Mais pourquoi pas? Oui, parce que Aujourd'hui, par exemple, les thérapies en visio étaient complètement inimaginables il y a de ça 5 ans. oui et les médecins même qui maintenant Oui. consultent, en visio. Exactement. Donc, Ouais. peut-être que dans 10 ans, on arrivera à trouver une façon de faire, pour que ce soit une sorte de thérapie, accessible, Alors peut-être. aujourd'hui, ton podcast, tu dis que tu te recentres un peu, sur, 50-50, on va dire? 50 de ton activité sur le Ouais. podcast, 50 sur, comment est-ce que tu t'es lancé dans ce podcast très rapidement et toi, personnellement, ça t'a apporté quoi? Alors je me suis lancée dans ce podcast parce que je travaillais dans une entreprise qui faisait des neurotechnologies, et du coup, je travaillais essentiellement autour du cerveau, du fonctionnement du cerveau, dans la gestion du stress, des émotions, de la concentration, de l'attention et cetera. Et je passais beaucoup de temps avec les personnes que je suivais à expliquer comment fonctionnait le cerveau et même dans ma vie au quotidien, j'apprenais beaucoup de choses moi-même, et j'apprenais beaucoup de choses à mes proches et je trouvais ça finalement assez dingue qu'il y ait des connaissances assez, basiques et essentielles sur le cerveau qu'en fait qui n'étaient pas accessibles forcément au grand public et inversement qu'on dise autant de bêtises sur le cerveau dans les grands médias, qui, en plus étaient reprises comme des vérités et qui pouvaient potentiellement être dommageables.
Donc je me suis lancée dans le podcast parce que c'était vraiment le média le plus accessible. Je pense que c'est ça qui est hyper chouette avec le podcast, c'est que tout le monde peut en faire et tout le monde peut les écouter. Donc du coup, je me suis dit: «Allez, je me saisis de cette plateforme» et pour justement, rendre accessibles toutes ces recherches en neurosciences et qui sont utiles dans la vie de tous les jours. Et moi, ce que ça m'a apporté, déjà, je pense que j'ai vraiment développé cette capacité à vulgariser les choses. Moi, dans ma pratique de psy, j'utilise beaucoup la psychoéducation. C'est-à-dire Mmh. que j'aime expliquer aux gens ce qui se passe parce que je trouve que ça donne du sens après dans les outils pratiques qu'on leur propose. Et voilà, ça m'a beaucoup, appris à vulgariser encore plus mes propos, à donner encore plus de métaphores et à expliquer encore plus profondément les choses pour que les exercices soient encore plus, accessibles par la suite. Et alors quand tu t'es lancé, ça a été comment? Parce que tu étais pas tout de suite dans le label, tu as démarré, comme tout le monde, toute seule ou alors tu étais déjà entourée? Non, toute seule. En fait, j'ai eu la chance de commencer, j'ai trouvé Ocha et en fait, Ocha, c'était vraiment une plateforme, donc c'est une plateforme d'hébergement de podcasts, pour ceux, je sais pas, qui écoutent peut-être et qui ne connaissent pas et en fait, c'est une plateforme française qui t'encadre énormément, qui ont un blog à disposition pour apprendre à comment faire un podcast et je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup appuyée là-dessus. Et puis après, bah, je suis un peu allée au feeling, voilà, j'enregistrais au début avec ça, avec mes Mmh. écouteurs, sous une couette, et maintenant j'enregistre avec un micro dans un studio, à Paris et c'est super chouette. Un beau développement, mais je pense que pendant 1 an et demi, ça a été un peu, à l'arrache, quoi. C'est comme on peut. Qu'est-ce qui t'a manqué? Alors au-delà de Ocha, en effet, ils ont ce club qui permet de pouvoir être accompagné par les autres podcasteurs qui sont aussi chez Ocha et Et podcasteuses. Il te manque qu'est-ce qui t'a manqué le plus pendant cette on va dire la première année? Parce qu'après, je suppose que le label est arrivé au bout d'un an ou ouais. un peu moins? Ce qui m'a manqué, ça a été, bah, justement un petit peu toutes ces compétences en commercial et en communication, Mmh. qui sont, c'est assez particulier, la communication quand même de podcast. Enfin, je dis c'est particulier, mais parce que chaque média a une façon de communiquer et je trouve que le podcast a aussi sa façon de faire. Et ce qui m'a manqué aussi, c'est que je trouvais que dans le panorama du podcast, on a en France, des stars du podcast, qui s'expriment super bien sur leur propre podcast, sur comment faire. Mais je trouve qu'on entendait beaucoup, «Il faut acheter un matériel qui coûte plus de 500 €, il faut investir là, il faut investir ça». Et moi, je culpabilisais beaucoup parce que j'ai acheté un micro qui m'a coûté 60 €. Mmh. J'avais un abonnement Canva qui me coûtait 0 €. Et en fait, je faisais vraiment avec les moyens du bord et je culpabilisais énormément parce que je me disais: «Bah, je fais un truc un peu nul». Alors qu'au final, le podcast, pour moi, c'est ça la richesse du podcast, c'est que tout le monde peut le faire, même avec un budget à 0 €. Et je trouve que ça, à l'époque, en tout cas, il y a 2 ans et demi quand j'ai lancé le podcast, on communiquait pas trop là-dessus et voilà, moi, ça m'a manqué parce que ça me faisait vachement culpabiliser sur la qualité de ce que je faisais, sur si j'étais une vraie podcasteuse ou pas. Tu as eu comment tu as fait alors pour progresser, pour arriver à t'améliorer? C'est, les retours des auditeurs ou de ta famille, de ton entourage? Comment tu as fait pour, justement progresser et arriver enfin, selon toi maintenant, à un podcast qui est quand même plus professionnel? Un peu tout ce que tu viens de dire. Les retours de ma famille étaient pas forcément objectifs, donc je les prenais pas trop en compte. Mais les retours de mes auditeurs, je les prenais, énormément en compte. Au début, c'était difficile parce qu'on y met tellement notre cœur que du coup, quand quelqu'un nous dit que la qualité audio est pas fou ou que le montage est pas dingue, alors qu'en fait on y a passé 3 heures, c'est un peu difficile à entendre. Et au final, il faut switcher un peu de prisme et se dire, bah, c'est vrai que par rapport à d'autres podcasts qui sont enregistrés en studio, bah, c'est pas dingue, donc on va optimiser. Donc c'est à ce moment-là que j'avais investi dans un micro où, je faisais beaucoup plus attention au montage. J'avais sollicité aussi des retours de personnes qui avaient déjà fait des podcasts ou qui étaient journalistes, radio. J'avais notamment beaucoup échangé avec, Yoko Trigalo qui avait Oui. créé 2 podcasts, et qui est voix off, donc elle m'a aussi beaucoup aidée, elle m'a conseillé sur comment poser ma voix, comment m'exprimer, parler plus doucement.
Et voilà, c'est vraiment des conseils que je chérissais et que j'essayais vraiment de mettre en application. Et ça, tout ça en entraide pure et simple, hein, puisque Exactement, c'est oui. des gens qui t'ont aidé parce que, ils voulaient, t'accompagner sans rémunération, forcément, puisque il y a quand même cette entraide encore, dans les Oui, podcasteurs aujourd'hui et cette capacité à pouvoir se donner des conseils et c'est ça qui est encore agréable. Je dis pas que ça durera, toute la vie, mais en tout oui, cas, c'est vrai. c'est ce qui se passe dans cette industrie. Heu, le label est arrivé quand? Le label est arrivé, il y a 8 mois maintenant, Mmh. donc ça faisait quasiment 2 ans que Neurosapiens existait et en fait, le label donc c'est l'Acme Productions, Ouais. qui de base, en fait, produit lui-même des podcasts et en juin, ils ont décidé de se lancer dans le développement de podcasts déjà existants. Donc ils ont signé avec plusieurs podcasts, qui avaient déjà une base, d'auditeurs et pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils pouvaient les faire décoller encore plus et donc j'ai signé avec eux, l'été dernier et depuis, je suis encadrée avec eux. Ils me prêtent un studio, ils me proposent l'amélioration de mon audio, ils me font des visuels. Là, par exemple, j'ai sorti un épisode en collaboration avec Mansplaining. Oui, j'ai vu. Ils ont créé la com, voilà, le montage a été fait. Enfin, voilà, en fait, tout ça, je m'en occupe un peu de moins en moins et c'est eux qui font aussi beaucoup la gestion de sponsoring. Donc, dès que j'ai une entreprise ou quelqu'un qui veut créer un podcast avec moi, c'est eux qui gèrent Donc et eux, donc ça fait office de régie, mais d'accompagnateur, un peu plus que de régie. Parce que la régie, elle est là pour uniquement vendre de la publicité, alors qu'un label va être là vraiment pour, t'accompagner sur, ce côté dont on parle souvent, hein, qui sont les 2 tiers, d'un podcast, qui sont la communication et le marketing. oui, exactement. C'est le all package. All package. Et bien sûr, ils gardent un pourcentage, au passage Oui, des budgets qui sont alloués et c'est comme ça qu'ils se rémunèrent et voilà, qui deviennent un label et au niveau, alors c'est l'ACME, hein, avec LACME, c'est ça? exactement. L'Acme Productions. Alors c'est vrai on n'en entend pas beaucoup parler, de l'Acme Productions, c'est vrai, je ne sais pas si ils sont très actifs sur LinkedIn. On entend souvent parler du label, Orso Média qui est, Mmh. eux, ils font parler beaucoup d'eux, donc c'est intéressant justement de pouvoir voir. On fera peut-être un petit encadré avec eux si tu Ouais, carrément. veux bien nous mettre en contact pour voir un peu les autres podcasts qu'ils ont. C'est toujours intéressant de voir, Mmh. les différents labels qui existent en France. Donc depuis ce label, donc moins chronophage pour toi, en fait. C'est parce que c'est ce côté-là qui est le plus gênant quand on a un podcast, c'est on doit tout faire et c'est très chronophage. Ouais, on doit vraiment être couteau suisse et du coup faire des choses, qui nous apportent beaucoup moins de plaisir. Moi, j'avoue que je suis c'est pas que je suis mauvaise dedans, mais je prends aucun plaisir à faire du commercial, et du marketing et cetera et en fait, du coup, que l'Acme ait récupéré, en fait, cette partie-là, moi, ça me soulage beaucoup parce que du coup, tout ce que je fais, ce n'est maintenant plus que c'est tout ce que j'aime. Donc mes journées que je consacrais à Neurosapiens, c'est redevenu, du pur plaisir, intégral, de vraiment me concentrer sur la création des épisodes, la recherche des études neuroscientifiques, la vulgarisation, je reviens vraiment à mon cœur de métier, en fait. Ouais. Alors dès que quand on va sur ton site, on arrive tout de suite sur créer votre podcast. Ouais. Ça veut dire que tu as aussi, développé en fait une partie, qui est accompagnement de podcasteurs s'ils ont envie de se lancer? Alors je les accompagne pas du tout, en termes de visio ou autre. En fait, on me posait beaucoup, beaucoup de questions sur mon Instagram en message personnel, et en fait, j'y répondais tout le temps. Donc généralement, j'échangeais avec les personnes sur WhatsApp, je faisais des messages vocaux et au début, je le faisais avec grand plaisir, sauf qu'en fait, à la fin, je me rendais compte que parfois, ça me prenait jusqu'à 3 à 4 heures par semaine de faire des échanges et cetera. Et je me disais: «C'est trop dommage parce que ces informations, j'ai envie de les donner parce que s'ils viennent me contacter, c'est pour 2 choses, soit parce qu'ils font de la vulgari ils veulent faire de la vulgarisation scientifique, soit parce que, moi, je communiquais beaucoup sur le fait qu'en fait, je partais de zéro. Moi, j'ai rien à voir avec le monde du podcast dans le sens où, quand même, je trouve que dans le monde du podcast, il y a une grosse partie qui viennent du monde des médias, des journalistes, des gens qui viennent de la radio ou des magazines ou qui ont déjà des contacts, en fait, dans le domaine. Moi, absolument pas. J'ai vraiment débarqué là-dedans, j'y connaissais rien et je pense que et j'avais un budget aussi de zéro et je le Mmh. faisais le week-end et je pense que, voilà, il y avait beaucoup de gens qui me contactaient aussi pour ça, qui me disaient: «Bah, moi, j'ai un CDI à côté, je suis pas du tout dans le milieu, est-ce que tu peux m'aider?»
Et voilà, je pense que c'était un peu plus cette valeur ajoutée que les gens venaient chercher en me contactant. Et je me suis dit, je vais leur faire une sorte de PDF de guide avec que des astuces entièrement vulgarisées où je parle vraiment pour les newbies, pour ceux qui n'y connaissent rien, parce que j'y connais rien non plus. Et je vais leur donner toutes les astuces que j'ai pu utiliser et surtout toutes les erreurs que moi j'ai faites en n'y connaissant rien pour pas qu'ils refassent la même chose, parce que des fois j'ai pu perdre de l'argent dans quelque chose ou mal communiquer parce que je m'y connaissais pas. Et donc voilà, je me suis dit je vais créer ce PDF, comme ça tout est réuni dans un seul endroit pour ceux qui n'ont pas le temps, pas d'argent, et voilà, ils vont pouvoir utiliser ça. Mais je fais pas d'accompagnement coaching, on va dire, sur la création de podcast. D'accord, donc c'est un PDF à télécharger? Je pensais que c'était de l'audio aussi. Il y a des audios aussi avec, non? Non, il y a pas d'audio, c'est Il y a pas vraiment un d'audio, c'est que du PDF PDF. avec des outils pratiques. En fait, j'ai tenté de créer des fiches pratiques que moi j'aurais aimé avoir pour centrer ma pensée. Donc des fiches pratiques sur comment définir son sujet, définir ses objectifs, comment j'organise ma semaine, donc avec un petit planning que chacun peut remplir à la mano. Enfin voilà, j'ai essayé de faire ça un peu ludique et fun, quoi. D'accord, donc ça, c'est quelque chose sur lequel tu communiques sur ton podcast. Donc ça veut dire que tu as aussi un public de podcasteurs qui t'écoutent. Et c'est vrai que beaucoup de podcasteurs écoutent d'autres podcasteurs bien sûr, il y a des podcasteurs qui donnent des idées à beaucoup d'auditeurs de lancer eux-mêmes leur podcast sur leur passion. Aujourd'hui, c'est une chose qui rentre dans ton modèle économique, ou c'est vraiment, tu l'as mis à disposition parce que pour éviter justement de perdre ces 3 heures par semaine que tu perdais, enfin que tu perdais pas, mais que tu partageais ou que tu offrais gracieusement à tous ces gens sur Instagram? Non, c'est pas un modèle économique aujourd'hui. Disons que je le fais, ça me rapporte quasiment rien. C'est juste un peu d'argent de poche à la fin du mois et encore. L'objectif, c'était vraiment juste en fait un gain de temps pour moi et une maximisation, je sais pas si on peut dire ça, d'informations pour eux. Ouais. Parce que bon, par WhatsApp, c'est sympa, je fais des messages vocaux, mais en fait, la personne n'a rien d'écrit. En plus, je vais dire que parfois un conseil à quelqu'un et je vais oublier de le dire à quelqu'un d'autre. Là, au moins, je sais que tout est centralisé, que j'oublie rien. Donc au moins, ils ont tout en un seul endroit. Et moi, pareil, je perds pas du coup trop de temps par semaine à faire des messages vocaux par-ci, par-là. Ouais, donc tu as préféré passer une semaine, voire plus, à rassembler toutes ces Voilà. choses-là dans un PDF et le mettre Ouais, à ça m'a disposition pris, plutôt que j'ai passé l'été, ça m'a pris, je crois, un mois d'été. Je faisais ça au bord de la ah oui, ouais, piscine, c'est ça. c'était Ouais. marrant. Ouais, ouais. Donc voilà, mais non, pas de modèle économique là-dessus, c'est juste comme ça. Très bien. Aujourd'hui donc, ce label te permet de pouvoir être plus tranquille, donc tu as redémarré ton activité et puis tu as aussi, lancé un livre. Est-ce que le livre est arrivé, grâce au podcast, ou tu avais déjà l'idée de faire un livre avant? Le livre est arrivé grâce au podcast. J'ai été contactée en fait en juin 2021, ouais, juin 2021, donc ça remonte un peu maintenant, par Laura Biberson, qui était agente littéraire et qui me disait qu'elle avait déjà parlé d'un projet de livre Neurosapiens à une maison d'édition qui était motivée pour en faire un livre. Donc avec cette maison d'édition, malheureusement, ça s'est pas fait. Mais 6 mois après, j'ai commencé à échanger avec les arènes et qui étaient extrêmement motivés et qui me proposaient un projet qui gardait vraiment le message principal de Neurosapiens, en fait, qui était vraiment l'objectif d'apprendre en passant un bon moment, en s'amusant, mais aussi en se faisant du bien, parce qu'on apprend des choses sur son fonctionnement qui sont applicables pour améliorer un peu plus, si on le souhaite, en tout cas son quotidien, plus en adéquation en tout cas avec le fonctionnement de son cerveau. Et voilà, donc j'ai signé avec les arènes en janvier 2022 et 1 an après, janvier 2023, le livre est sorti là le 26 janvier et je suis vraiment très, très bien tombée comme maison d'édition. Ils ont gardé l'essence du podcast. En fait, on a retranscrit une grosse partie des épisodes, enfin une grosse partie des chapitres sont des épisodes de podcast retranscrits, remis au goût du jour parce que les recherches scientifiques, en 1 an et demi, il y en a eu plein d'autres. Et j'ai pu aussi, un truc qui me frustrait parfois par le podcast, c'était que c'était difficile d'expliquer certaines zones ou fonctionnements du cerveau par la voix sans avoir un support visuel. Et du coup, là, j'ai travaillé avec Lucie Albrecht, qui a illustré
des concepts, des théories. Elle a fait toute une bande dessinée en introduction pour expliquer comment le cerveau a évolué au fil des millénaires. Et voilà, ça a vraiment permis une approche très complémentaire, quoi. La vidéo, ça t'a jamais, parce que c'est vrai qu'on le dit souvent, hein, filmer un podcast ou faire un podcast vidéo, c'est pas forcément, facile pour toutes sortes de podcasts. Là, ton podcast, justement, il pourrait, avoir son pendant en vidéo, sur YouTube. C'est quelque chose que tu fais ou auquel tu as pensé ou pas du tout? Bah, il pourrait, après c'est vrai que comme je fais pas beaucoup d'interviews, tu vois? Je fais 1 ou 2 interviews par saison. Le côté vidéo, ce serait moi qui parle toute seule dans une cabine. J'étais moins motivée et en fait le format vidéo, j'en fais peu, tu vois? Rien que sur Instagram, je montre assez peu ma tête. Mmh. Hem, je suis beaucoup moins à l'aise. Je suis très à l'aise avec les mots, je suis très à l'aise avec la voix, mais l'image, c'est encore autre chose. Ah oui, bah, non, bah, après on peut, c'est ce que disait, Sylvain Gir, aussi, c'est qu'il met ses podcasts, en vidéo, pas pour faire de la vidéo, mais pour laisser de l'audio, surtout parce que, YouTube est le deuxième moteur de recherche. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, en plus, de façon, enfin, au niveau marketing et SEO, ce serait très clever de faire de la vidéo. Ouais, bah, c'est ce que malheureusement on est en train de conseiller à tout le monde parce que je dis malheureusement, parce que c'est pas très, très bon pour la planète, d'une part, Mmh. et puis que c'est pas forcément, la place du podcast, si on y réfléchit bien. Mais en termes de référencement, et de recherche, aujourd'hui, c'est à 30 des écoutes de Arte Radio sont sur, Ouais, YouTube. ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, mais il met pas de vidéo particulière, hein. Il met pas la tronche de ceux qui font des podcasts. Donc, mais après, c'est pareil, hein, c'est un support supplémentaire avec, Mmh. des contraintes supplémentaires, même si on peut arriver à faire des choses assez simples. Donc la vidéo, ça a pas intérêt, mais tu avais quand même ce manque et donc ce manque, tu le combles par le livre. Donc dans le livre, il y a aussi donc des illustrations, c'est ça? Mmh mh. Sur la plupart des podcasts qui ont été retranscrits. Comment tu les as c'est toi qui as retranscrit ou, vous avez utilisé l'intelligence artificielle pour retranscrire et ensuite ça a été, travaillé de manière manuelle? En fait, moi, mes épisodes, de base, ils étaient scriptés. Comme du coup, je fais, des dizaines et des dizaines d'heures de recherche scientifique avant de faire un épisode, je le scripte parce que j'ai besoin, en fait, de garder une rigueur scientifique et si je pars trop en spontanéité, et en improvisation, la phrase, en fait, qui fait trop de raccourcis, elle est vite arrivée finalement et moi, j'ai un peu le syndrome de la bonne élève où j'ai besoin que tout ce que je produis soit absolument impeccable. Donc déjà, tous mes épisodes étaient scriptés, mais mot pour mot. Même parfois les rires, pouvaient être mis parce que je me disais: «À cet endroit-là, ça donnera plus de dynamisme». Voilà, je suis un peu, contrôle fric là-dessus. Donc c'était très bien pour le livre, du coup, j'avais déjà tous mes épisodes. Après, c'était plus, retranscrire dans le sens où il fallait que je passe d'un script pour un texte audio à un texte écrit. Mmh. Donc voilà, j'ai changé du langage parlé au langage, écrit et toutes les parties où je galérais un peu à exprimer à l'oral, hop, j'ai enlevé et j'ai demandé à Lucie: «Est-ce que tu penses que tu peux me faire une illustration à cet endroit-là?» Et voilà, après il y a des chapitres qui sont tout nouveaux, qui viennent pas du podcast, qui sont des sujets que j'ai jamais abordés, et là du coup, j'ai dû tout écrire et tout créer de A à Z. Alors, tu parlais du temps que tu mettais à faire un épisode. Aujourd'hui, tu as peut-être une gymnastique qui fait que, tu travailles plus rapidement, mais il y a quand même ce côté scientifique dont tu parles, cette rigueur que tu t'obliges. Est-ce que, tu peux nous dire exactement combien de temps ça te prend, aujourd'hui? Combien de temps ça te prenait avant? Est-ce qu'il y a eu une évolution ou est-ce que le travail est le même parce que Mmh. quelque part les recherches sont les mêmes? Hem, Ça dépend vraiment des sujets, en fait. Entre avant et aujourd'hui, oui, je prends beaucoup moins de temps qu'avant, parce qu'en effet, je suis beaucoup plus rodée dans le sens où maintenant, quand je dois faire ce qu'on appelle l'état de l'art d'un sujet, donc qu'est-ce que dit la littérature sur ce sujet-là? Maintenant, je sais quel site rechercher, par où commencer, qu'est-ce que je dois, voilà, quels mots-clés je dois taper, quel moteur de recherche je dois utiliser. Donc là, maintenant, je suis beaucoup plus rodée. Après, voilà, il y a des épisodes, moi, ce qui va vraiment influencer mon temps de travail, c'est mon sujet. Si j'ai Mmh. un sujet, où c'est validé et survalidé, qu'on a toujours les mêmes résultats, par exemple sur le sport, l'impact du sport sur le cerveau, on a toujours les mêmes résultats, il y a pas de souci et donc c'est très facile d'accès et en vrai, en 15 heures,
l'épisode, il est recherché, rédigé, enregistré et monté. Pas de souci. Après, si c'est un sujet plus complexe comme un sujet comme la conscience, là, ça va me prendre minimum 2 jours de recherche, donc 14 heures de lecture, plus la rédaction qui va être beaucoup plus touchy, ou pareil, je vais me reprendre une journée derrière. Donc, en fait, on atteint facilement 40 heures en tout, quoi. Et oui. Non, Mm. non, mais C'est beaucoup 40 c'est heures pour un beaucoup. épisode. C'est beaucoup de travail et en même temps, ce sont des choses, qui te servent aussi professionnellement, bien entendu, puisque ça te permet Oui. d'être sans arrêt en recherche et ça, c'est aussi le gros avantage du podcast dans tous les secteurs d'activité, hein. C'est que, heu, est-ce que tu te sens obligé des fois de faire ton podcast? Ou alors c'est vraiment, alors peut-être moins maintenant qu'avant, mais, il y a un moment où tu avais ce qu'on appelle ce pod fade qui arrivait, et donc le fait d'avoir ton le label a un peu, comblé ce pod fade, où tu as encore des moments où tu te dis: «Ah, il faut que je prépare mon podcast». C'est devenu en fait un peu une obligation? Mmh, ça l'est devenu, notamment quand j'étais à 100. En fait, à partir du moment où j'ai consacré 100 de ma pratique professionnelle au podcast, pour moi, c'est devenu une obligation. Ouais. C'était: «Il faut absolument que je sorte, des épisodes. Il faut que je fasse ça, il faut que je communique sur Instagram, il faut que je fasse plein de posts, anecdotes sur Insta». Enfin, voilà, c'était vraiment devenu une obligation. En plus, ça correspondait à un temps où je voyageais en Amérique latine et donc du coup, bah, des fois, j'avais pas envie de travailler, j'avais surtout envie de découvrir, mais voilà, je le vivais vraiment comme une obligation. Maintenant que j'ai repris une pratique à côté, et que ce n'est plus que la moitié de mon temps, mes journées Neurosapiens, c'est redevenu un plaisir complet. Mmh. C'est plus, je dois travailler sur mon podcast, mais chouette, aujourd'hui, c'est une journée consacrée à Neurosapiens et j'adore, de nouveau. Donc oui, oui, ça me l'a fait, ouais. Quels sont les enseignements que tu pourrais donner justement à quelqu'un qui, s'oblige un peu, ou, c'est ça, c'est d'essayer de retrouver un équilibre, parce qu'en plus, enfin, toi, ton métier, c'est d'être psychologue, donc est-ce que c'est une analyse que tu as faite par toi-même et tu t'es dit: «Il faut que quelque chose se passe, pour que, je retrouve ce plaisir»? Hem, Ce que je fais et que je conseille de faire, c'est de faire des pauses. Moi, entre mes saisons, en fait, je fais des pauses de 2 mois environ, Mmh. parce que j'ai besoin de m'arrêter, j'ai besoin de parce qu'en fait, sinon je bosse non-stop. Non-stop et je respire pas, j'ai pas le temps de prendre du recul, de regarder ce que j'ai fait, d'apprendre de mes erreurs, de voir ce que je veux améliorer. Hem Et du coup, je prends des pauses de 2 mois. Là, ma saison, elle s'est finie et je reviendrai pas avant mars. Après, je fonctionne par saison. Pour ceux qui bossent pas par saison, je conseillerais quand même beaucoup de prendre des pauses. Je trouve que le podcast de base, en fait, c'est déjà un métier entre guillemets tellement ingrat parce que c'est tellement dur de gagner sa vie avec un podcast que si en plus on passe un mauvais moment, bon, on n'y gagne pas en fait. Voilà, donc autant s'arrêter, faire une pause et revenir. Et généralement, les gens en plus, ils sont toujours là. Quand je vois le nombre de podcasteurs qui font des pauses tout le temps et pourtant les gens reviennent et ils sont là, bah, je pense qu'il n'y a pas mort d'homme en fait. Alors justement, ta communauté, comment tu la définirais? Est-ce que tu les sens très proches, tes auditeurs, de toi? Est-ce que tu as réussi à créer cette communauté qui derrière peut te servir, bah, par exemple pour ton bouquin aussi, hein, et pour les choses que tu peux lancer en parallèle, pour ceux qui veulent lancer un podcast ou pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, que le podcast? Moi, je suis très contente de la communauté que j'ai pu créer parce que je les trouve, déjà, je les trouve très bienveillants. C'est vrai que je trouve que sur internet et sur ce genre de médias, quand c'est que la voix, qu'il y a pas le visage ou la personne en face, c'est très facile de mettre des commentaires un peu haineux, j'ai la chance d'en avoir très rarement. Voire même, en fait, en discutant avec les gens, je crois que j'en ai quasiment jamais eu, tu vois? En 2 ans, j'ai dû en recevoir, 4-5, hem et c'est tout. Donc non, je les sens très bienveillants et je suis hyper contente parce que du coup, bah, un peu comme toutes les communautés, je pense qu'il y a vraiment il y a un noyau, en fait, qui est là, où ils sont pas nombreux, mais en fait, je vois tout le temps leur nom passer. Je reçois des mails, je reçois des messages sur Insta, donc maintenant je vois qui c'est. Il y en a, je veux leur parler toutes les semaines, parce qu'ils réagissent, on a des échanges, et je trouve ça hyper riche parce que moi aussi j'apprends, parce que des fois ils me posent des questions, bah, j'en ai aucune idée, en fait, de la Ouais. réponse.
Et c'est super parce que du coup, s'il me pose des questions et que je sais tout le temps, bah moi-même, j'arrête d'apprendre en fait avec mon propre podcast. Donc j'adore quand il me pose des questions et que je suis piégée parce que du coup, ça me pousse à aller rechercher la réponse et à faire grandir encore plus mes connaissances. Donc je suis contente parce que j'ai l'impression qu'ils apprennent de ce que je dis et que moi aussi, ça me permet de me challenger énormément sur ce que je fais. Au-delà de cet enseignement, de prendre des pauses, dans cette, expérience, expertise que tu as maintenant, heu, les choses que tu referais pas, si tu te relançais maintenant ou si imaginons que tu lances un nouveau podcast, tu partirais sur, de manière différente, et qu'est-ce que tu changerais si tu avais à changer quelque chose? Euh, Si j'avais à changer quelque chose, je pense que j'aurais retravaillé beaucoup plus mon lancement. En fait, je pense qu'on a tendance à négliger la sortie du premier épisode, à vouloir un peu faire ça en secret et je comprends quand on n'a pas forcément l'ambition d'en faire quelque chose de grand, mais si dès le début on se dit oh, j'aimerais bien que ce soit un support pour un prochain business potentiellement, je pense que c'est important de ne pas négliger ce premier épisode qui sort, à faire une bonne annonce, à s'entourer de personnes qui connaissent les réseaux sociaux et qui peuvent nous apprendre à utiliser les réseaux sociaux parce que moi, Neurosapiens, ça se fait lentement. Hein. Tu vois, par exemple, j'ai 20 000 abonnés sur Instagram, mais ça va faire plus de 2 ans que Neurosapiens existe. Il y a des podcasts qui sont créés depuis 6 mois qui ont déjà beaucoup, beaucoup plus d'abonnés que moi. Parce qu'ils ont su maîtriser l'art d'Instagram ou de LinkedIn, etc. Et que moi, je pense que j'ai fait l'erreur au début, et peut-être que je continue d'ailleurs à la faire, mais bon, voilà, c'est de mettre en fait les réseaux sociaux dans un second plan. Sauf qu'aujourd'hui, je vois vraiment qu'un podcast n'est pas un podcast seul, c'est un podcast et enfin plus un réseau social égale réellement le podcast. Donc voilà, mes mathématiques sont un peu bancales, mais l'idée est que on peut pas dissocier une stratégie de podcast à une stratégie de réseaux sociaux. Et moi, je l'ai fait pendant très longtemps et je le fais encore. Et je pense que c'est la principale erreur qu'il faut que je modifie dans pas très longtemps parce que sinon, il y a un peu de frustration. Oui, de la frustration, mais en même temps, ce qu'on dit, c'est qu'on le fait, souvent parce qu'on est passionné d'abord mais la Ouais. passion, quand on y met, beaucoup de temps, obligatoirement, demande aussi à être, un minimum rémunéré. C'est, Bah, c'est ça, disons que c'est la limite. Je trouve que c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses par passion. Je trouve qu'on justifie beaucoup de choses aujourd'hui dans la passion, sauf qu'en fait, la passion a aussi besoin d'argent. Tu sais, c'est pareil quand on emploie des gens dans les startups et qu'on les paye au lance-pierre mmh. parce qu'ils sont des gens passionnés. Bah, pour le podcast, c'est pareil. En fait, la passion, ça va nous tenir 1 an. Et en fait, au bout d'1 an, la passion, si elle n'est pas entretenue parce qu'on a quand même un appart à payer, etc., bah, c'est compliqué, je trouve. Est-ce que ton podcast, justement, tu parlais de business parallèle, t'a apporté, alors tu avais plus du tout d'activité, en fait, pendant ton podcast, mais est-ce que tu as eu des demandes, justement, par le biais de ton et grâce, quelque part, à ton podcast pour, à des gens qui t'ont dit: «Beh, j'aimerais bien que voilà, que tu sois mon psy» ou, est-ce que c'est des choses qui te sont arrivées? Et est-ce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu as, repris un peu de l'activité parce que tu avais des demandes? Oui, ouais, exactement. Du coup, c'est vrai que j'ai monté aussi la boîte en auto-entrepreneur avec, et j'ai diversifié mes activités. J'ai en effet eu des propositions de personnes qui voulaient que je sois leur psychologue. Sauf que moi, aujourd'hui, je ne fais pas d'accompagnement, je fais pas d'accompagnement thérapeutique en libéral. Mmh. Je vais le faire dans le cadre d'entreprises, sur des cours suivis. Dans mon D'accord. ancienne boîte, là, aujourd'hui, je le fais beaucoup moins. Mais ça, je le faisais pas. Par contre, il y avait beaucoup de boîtes qui me contactaient pour rédiger du contenu scientifique en fait pour eux. Et donc ça, j'ai accepté. Ça a été du consulting. Il y en a aussi qui me consultent qui me demandent, voilà, j'ai tout un pan de ma formation ou de mon livre qui traite des neurosciences. J'ai besoin de quelqu'un qui check la véracité de ce que je dis. Bah voilà, c'est aussi du consulting que je fais à côté. Ouais, d'accord. OK. Alors avant de terminer avec ma relation avec un podcast, je voulais qu'on parle un peu de ton matériel que tu utilises aujourd'hui. Mmh. Quel est ton puisque tu fais tout toute seule tout, hein? C'est-à-dire tu montes, tu enregistres ou alors maintenant tu es dans un studio, mais Ouais. ça fait combien de temps que tu es dans le studio? 8 mois? Depuis, ouais, ouais.
Donc, tu sais quel matériel tu utilises ou alors tu as Pas complètement du tout. lâché le côté technique? J'ai complètement lâché. En fait, c'est tellement quelque chose qui, on a tous des sujets qui nous intéressent et des sujets qui nous intéressent pas et j'avoue que le côté technique, moi, c'est ce qui m'intéressait le moins. Donc non, moi, j'utilisais de base un Blue Yeti, Ouais. hem et non, c'était pas un Blue Yeti, c'était la Snowball, Ah oui, le snowball. le Snowball. C'est toujours Blue, mais c'est C'est un tout, voilà, snowball, oui. Ouais, exactement. ouais. C'est le Blue Snowball, qui était très bien, mais voilà, le son était quand même pas quali quand je vois maintenant le son que j'ai en studio. Ouais. Mais non, le studio, je ne sais pas le matériel qu'ils utilisent et après moi pour monter, j'utilise par contre, c'est moi qui fais le montage et Ah, tu fais le j'utilise, montage? GarageBand, Ah, tu es justement. GarageBand encore? OK. Ouais, parce que alors j'ai essayé avec d'autres, hein, plus complexes, Audacity, j'ai fait des essais gratuits de logiciels payants, qui étaient beaucoup plus conseillés. Mais voilà, encore une fois, pour moi, ça faisait partie des choses en fait, avec GarageBand, c'est très simple, c'est très intuitif. Je fais des montages où tout le monde me dit que c'est nickel. Donc je reste sur GarageBand parce qu'en plus, ça me coûte 0 plutôt que d'acheter un logiciel, 300 € par an ou que je n'arrive pas à utiliser parce que je ne le comprends pas, parce que j'ai pas l'instinct, technique. Donc voilà, au plus simple. D'accord. Donc, GarageBand pour monter. Avec quoi, donc, le micro, c'était, le Blue et après il y avait rien d'autre puisque tu branchais ton Blue, en fait, à ton ordinateur Exactement. et tu J'avais un enregistrais pop, directement sur un GarageBand. filtre pop Tu avais un et anti-pop quand voilà. même? Ouais Ouais. Ouais, oui, donc et c'est tout. au niveau casque, c'est pareil, c'est des choses que il y Ouais, a pas de j'en ai un, j'ai un mais tu Sony. sais ouais, tu as un Et Sony mais aussi, je voilà. j'ai pas plus d'infos, je connais pas exactement son modèle. C'est un Sony, assez gros, bleu, voilà, très bien. En fait, je l'utilise pour monter parce que ça me permet d'avoir un son beaucoup plus clair. Mmh. Mais pareil, je fais pas enfin, je fais le montage avec le casque, mais après je réécoute, en sortie d'ordinateur, je réécoute sur le téléphone parce que je trouve aussi qu'on préconise beaucoup d'acheter des très bons casques pour monter. Sauf qu'en fait, je me rends compte que moi, des fois, je fais un montage avec mon casque et que le rendu du son n'est pas le même que quand j'écoute avec mes AirPods sur mon téléphone. Et comme Mmh. les gens écoutent surtout avec des écouteurs, comme ça, du coup, j'essaie aussi de réécouter avec mes propres écouteurs pour, ajuster et que ce soit bien avec ça et pas que ce soit seulement bon avec mon casque, Sony, quoi. Et oui, c'est ce qu'on appelle les loofs. C'est Ouais. c'est c'est la normalisation du son à la fin pour que ça puisse fonctionner un peu sur toutes les sortes de casques. Ton hébergeur, donc c'est Ocha, c'est ça? Oui, c'est Ocha, C'est avec un Ocha? petit passage, rapidement, par Acast. Ah! Raconte-nous rapidement. Tu Alors as du coup, migré, en fait? j'ai migré. En fait, j'étais sur Ocha dès le début, puis, il y a eu ces opportunités de monétisation du podcast que Ocha ne fournissait pas à l'époque. Ouais. Donc je suis partie sur Acast. Facile? Hem, Très facile la migration. Vraiment, pas de souci. En une journée, tout était réglé. Il y a eu aucun problème technique, c'était nickel. Hem, j'ai été un peu déçue de la monétisation par Acast, qui en 8 mois ne m'a apporté que, un sponsoring. Les autres, c'était moi qui les avais apportés. Donc du coup, c'est à ce moment-là que le label m'a contactée et le label m'a proposé du coup je pouvais pas rester chez Acast parce que, il y avait une clause de Ils ont un concurrence accord. avec, voilà. Donc j'ai quitté Acast, je suis retournée chez Ocha. Tu as remigré chez Ocha J'ai remigré chez Ocha. et là, la migration? Compliqué. Ça a été, très, très compliqué, Et parce alors je te pose la que, question parce on fait un dossier migration, dans le prochain d'accord. magazine. Ah bah, de Ocha à Acast, il y a pas eu de souci, ça a été fait en un claquement de doigts. Par contre, de Acast à Ocha, ça a été un enfer. La migration a duré 1 semaine. Tout ne fon enfin, il y a pas une chose qui a fonctionné du premier coup. Pas une. Je saurais même plus te dire, parce que du coup, c'était là en octobre dernier, j'ai eu des palpitations, mais parce que j'avais activé des choses chez Acast, qui n'avaient pas été clôturées en temps et en heure. J'avais des doublons qui avaient été mis, enfin, ça a été D'accord. un bordel. Heureusement, mon label a été super, et c'est notamment, Clélia Simpson qui s'occupe de mon compte Neurosapiens qui m'a accompagnée, mais elle m'a accompagnée nuit et jour et week-end. Elle était disponible, c'est elle qui a supprimé tous les doublons, qui faisait le lien, qui relançait tout le temps. Elle m'a enlevé en fait une charge d'angoisse parce que du coup, mon angoisse, c'était que de perdre mes écoutes, de perdre mes stats, de perdre mes épisodes
Et en fait, Eh oui. in fine, tout s'est bien passé, Et mais donc tu as récupéré les statistiques, toutes les datas et du coup, il y voilà, a pas mes eu de trou? statistiques sont restées chez Acast, Eh oui. mais j'ai un dossier Excel. Voilà, j'ai Ah oui. exporté toutes mes données, en fait. J'ai tout exporté Ouais, sous c'est le format souci Excel et de la voilà. migration. Mmh. Très bien. Allez, alors maintenant, on va aller à ma relation avec un podcast. Donc, tu peux citer un podcast en particulier ou un podcast en général, et puis chaque réponse peut concerner un autre podcast. Ta première fois avec un podcast, est-ce que tu t'en rappelles? Oui, c'était avec, le podcast, Émotion. Je pense que c'est le premier podcast que j'ai écouté, et justement, je pense que ça fait partie des podcasts qui ont un peu fait le déclic parce que je me suis dit: «Mais c'est incroyable d'avoir un contenu aussi pertinent en termes d'émotion, en termes de psychologie, accessible à autant de gens». Je pense que c'est un des podcasts qui m'a fait dire: «Et pourquoi pas moi?» Ce qui t'a séduit chez lui, c'est pas obligé de prendre émotion, hein. Qu'est-ce qui te séduit en général dans un podcast? Qu'est-ce qui fait que tu restes? La voix. La voix? OK. Non, mais c'est très bien. La Ouais, c'est voix, la je voix qui pense fait, que ouais, en fait, je pense que je suis capable d'écouter un podcast jusqu'au bout, sans vraiment faire attention à ce qui est dit, mais juste parce que la voix me porte et me berce. Donc je pense que c'est une des choses qui me fait rester. Et la deuxième chose, du coup, qui va aussi me faire rester et me concentrer, c'est vraiment, si le contenu va me bousculer. Par exemple, si j'écoute un contenu dont je suis déjà convaincue, je vais avoir tendance à un peu décrocher. À l'inverse, par exemple, le podcast Méta de choc va beaucoup me bousculer. C'est une relation un peu d'amour-haine avec ce podcast parce qu'il y a plein d'épisodes où, en effet, je suis complètement d'accord, on va remettre plein de choses en question et c'est super, jusqu'au moment où elle va aborder un épisode où moi, je crois à ça. ah oui. Et là, je me dis, ouf, ok, celui-là, il va être difficile. Et lui, par exemple, pour le coup, je sais que je vais écouter de A à Z tout ce qui est dit. Ouais. C'est 3 points faibles avant la déraison, ce qui te fait larguer un podcast. Euh, la mauvaise qualité sonore. Si c'est trop désagréable à écouter. La balance des sons aussi qui est pas dingue, mais pareil, ça rejoint le fait d'être désagréable à écouter. C'est quand on a une voix qui est toute basse et en fait on a un jingle qui arrive après et Ah oui. qui t'explose les oreilles. En fait, ça, j'enlève direct. Et sinon, qu'est-ce qui va me faire arrêter d'écouter un podcast? Je sais pas, j'ai que ça qui me vient en tête pour le moment. Tu en écoutes beaucoup? Tu as le temps? J'en écoute beaucoup moins qu'avant. Là, j'ai beaucoup moins de temps. Surtout parce que en fait, tout dépend vraiment des périodes de ma vie. Il y a des périodes où je vais écouter beaucoup de podcasts, d'autres où je vais lire beaucoup de livres. Et là, je suis dans une période où je lis beaucoup de livres parce que du coup, grâce au podcast, je reçois énormément de livres des éditeurs très intéressants dans mon domaine. Et là, j'ai un peu de retard. Des fois, on reçoit des pavés comme ça. Donc là, j'essaie plus de lire et voilà. Et puis le podcast, pour moi, c'est aussi lié à quelque chose de professionnel. Parce que je n'écoute que des podcasts liés au cerveau, à la psycho, aux émotions. Et donc, du coup, aujourd'hui, quand j'ai un temps libre, j'écoute pas de podcast parce que ça me raccroche trop au travail, en fait.